Bonjour à tous et merci de nous rejoindre en compagnie du grand invité d'ici l'Europe, alors que Cannes et sa croisette vont s'animer le 15 mai avec le très attendu festival. Beaucoup d'interrogations autour de l'avenir du 7e art européen, la défense du droit d'auteur ou encore l'exception culturelle. Les biens audiovisuels doivent-ils être des marchandises comme les autres? Nous recevons aujourd'hui un Allemand, homme de cinéma, homme de télévision, Job bonjour. Job Splok, pardon, bonjour. Vous avez été président d'ARD, chaîne publique allemande des régions, président aussi d'Arte de 1999 à 2002. Votre parcours reste intimement lié d'ailleurs à cette chaîne et à la volonté de développer véritablement des rapports franco-allemands plus harmonieux. Aujourd'hui, vous dirigez Eurimage, fonds de soutien à la création cinématographique, avec un budget de 25 millions d'euros, 23 millions des États membres. Les 2 millions restants viennent des revenus des films à succès. Alors c'est vrai qu'en ce moment, sur la croisette, vous allez avoir 7 films qui sont subventionnés par Eurimage. Oui, qui sont en compétition officielle et dans d'autres compétitions. Alors c'est comme pratiquement chaque année, soit à Cannes, soit à Berlin. On a des résultats remarquables et on est très fiers, c'est vrai. Alors, est-ce que vous jugez que, globalement, Cannes, c'est un bon cru cette année pour le cinéma européen? Je crois, oui. Cannes reste bien sûr dans une tradition extraordinaire et elle est en train de continuer son parcours. Alors, j'ai aucun doute là. C'est intéressant aussi parce que le monde audiovisuel change et il y a toujours des dangers pour les producteurs, pour les grands metteurs en scène, que l'exception culturelle qui subventionne les films d'art en Europe disparaissent. Oui, parce que le cinéma européen n'a pas l'air de se porter très bien. La prédominance du cinéma américain est assez écrasante dans le monde. Le cinéma national plafonne à 15% des films vus. L'Europe, d'ailleurs, rapporte au cinéma américain plus de la moitié de ses recettes mondiales. Pourquoi est-ce que nous reculons année après année face à Hollywood? Parce que sur le marché global, le film d'art que nous connaissons et nous subventionnons, il ne fonctionne pas sur le marché. Il y a des cas où ça fonctionne très bien, comme Amour ou The White Ribbon. Il y a toujours des films qui ont un succès. Michael Haneke, c'est un des lauréats que vous avez subventionné en plus. Voilà. Oui, on a pratiquement toujours subventionné d'autres grands directeurs également qui ont eu un succès considérable. Mais il existe d'autres domaines, des coproductions entre les pays de l'Est de l'Europe qui sont juste entrés dans le marché. Ils peuvent exister parce qu'il y a un système de protection nationale et internationale dont Eurimage fait partie. Alors précisément, je vous propose de vous intéresser de plus près au marché mondial du cinéma. Le cinéma doit-il entrer dans des négociations commerciales avec les autres? Le point sur la polémique avec ce reportage signé Isabelle Romero. L'exception culturelle européenne a-t-elle vécu? La Commission européenne a mis le feu aux poudres le 13 mars dernier, en incluant les services audiovisuels et cinématographiques aux discussions commerciales qui doivent débuter cet été avec les États-Unis. Les cinéastes européens craignent de voir cette libéralisation de l'audiovisuel laminer la culture du vieux continent. Ken Loach, Michael Haneke ou Pedro Almodóvar ont signé une pétition qui demande à la Commission de revenir sur sa décision. Elle compte déjà une centaine de signataires. C'est tout le système de soutien au cinéma qui risque d'être remis en cause. Actuellement, 3 milliards d'aides publiques sont octroyées à la production, principalement par 5 pays. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Mais pour les partisans d'une politique libérale comme Neelie Kroes, la commissaire européenne à l'économie numérique, il faut s'en remettre à la loi du marché. Nous ne devrions pas nous laisser guider par la peur. Nous devons prouver que nous sommes un acteur important dans cette partie. Nous devons nous battre. Et si nous avons de bons arguments et nous sommes conscients de la qualité de nos arguments, alors nous serons capables de nous défendre. La Commission européenne a lancé sa dernière phase de consultation fin avril et espère parvenir avant l'été à un accord entre les deux parties. Est-ce que vous comprenez la révolte des cinéastes, des grands noms du cinéma, qui sont inquiets de trouver ce système de subvention à terre dans un marché globalisé dont ils ont peur?
Oui, bien sûr. Je les comprends et je les soutiens. Parce que c'était justement l'idée de cette exception culturelle de protéger des films nationaux, des coproductions européennes qui ne sont pas faits pour les grands marchés, qui ne peuvent pas arriver à des succès économiques, de les protéger pour protéger l'identité des pays, des peuples. Europe, c'est ça, la diversité, la différence. Il n'y a pas un grand marché avec une seule langue comme les États-Unis qui fonctionne. Et puis, tous les films qui ont déjà eu un grand succès aux États-Unis sont faciles à exporter parce qu'ils ont déjà gagné leur argent. Et puis, le marché européen est encassé en plus. C'est jamais la situation pour un film, une coproduction entre la Bulgarie et la Roumanie ou entre un film turc-allemand qui a eu beaucoup de succès. Bâle, par exemple, c'était un film qui a gagné le Festival de Berlin. C'est un film formidable. C'est un film allemand-turc. Mais pour le grand marché, il n'était pas vraiment un grand succès. Alors, 3 milliards d'aides publiques octroyées principalement par 5 pays, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne. Vous dites, sans ces aides publiques, pas de cinéma européen ? C'est peut-être un petit peu trop dire ça, mais la diversité, le grand nombre de films d'art qui existent en Europe existe parce qu'il existe un système de subvention, de soutien. Et il ne faut pas toucher à ça. Et les négociations, pour moi, sont très surprenantes parce que cette idée d'une exception culturelle qui est partie de la France sous Mitterrand a eu une grande acceptance partout en Europe et personne n'a vraiment pensé de renégocier ces résultats. Il y a aussi polémique sur ces subventions elles-mêmes, c'est-à-dire que maintenant il y a de plus en plus de coproductions. Les Américains rentrent dans ces coproductions. Est-ce qu'il faut les aider ? Non, je ne crois pas parce qu'ils ont un autre système de fonctionnement et le danger qu'ils encaissent encore cet argent qui est prévu pour notre identité en Europe. Donc vous êtes plutôt contre, effectivement. Je suis contre ces négociations. Je trouve c'était très vite fait sans vraiment penser à cette idée de l'exception culturelle qui est quelque chose qui est d'une grande valeur. Alors, autre polémique qui touche donc Nelly Kroes, la commissaire chargée de l'agenda digital, celle des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. Internet a fait voler en éclats un certain nombre de protections anciennes et beaucoup revendiquent la libre mise en ligne des œuvres audiovisuelles. Écoutons tout de suite l'interpellation de notre partenaire, la Fondation Robert Schuman, par le biais de son président Jean-Dominique Giuliani. Monsieur le Président, les projets de la Commission européenne sur le digital market inquiètent beaucoup de créateurs. La propriété intellectuelle, le respect des droits d'auteur, la copie privée font partie de la culture de l'Europe qui a tant apporté au monde et qui a encore beaucoup à lui donner. À votre place, comme président d'Eurimage, vous savez ce qu'est le soutien des industries culturelles et ce qu'elles représentent. Que pensez-vous que nous puissions faire pour éviter d'adopter les règles des autres, c'est-à-dire de l'Asie ou des États-Unis, dans un domaine qui est le nôtre ? Alors, que faire ? D'abord, je suis tout à fait d'accord avec cette position, comme j'ai déjà expliqué. Quoi faire ? Il faut de la pression sur la politique et ça veut dire qu'il faut une discussion publique. Ce sont les seuls moyens dans une démocratie, convaincre les gens. Google, YouTube, qui versent des millions de vidéos sur leur plateforme. Comment trouver le juste équilibre entre la nécessité d'une économie numérique libre, fluide, oui, et les droits d'auteur ? C'est ça le débat. Il y a deux valeurs. Il y a les droits d'auteur d'un côté et d'autre côté, il y a la liberté dans l'Internet. Il faut arriver à un compromis qui protège les auteurs, qui ne fait pas une expropriation des gens sans créer des handicaps énormes pour la communication. Ce n'est pas facile, mais je crois des chemins juridiques sont à suivre également. Il y a certains pays qui ont déjà commencé. Il faut des initiatives dans les parlements en Europe. Pour l'instant, les procès aux États-Unis intentés à Google et YouTube sont restés lettres mortes. Oui. Donc, ils gagnent leur procès sur ce thème.
Oui, mais ça m'étonne pas tellement. Quand on suit les procédures aux États-Unis, ça doit être compliqué. Les États-Unis ont une image complètement différente de ce domaine culturel. Pour eux, la culture fait une partie du marché. Et nous, en Europe, nous avons une autre identité, une autre tradition. Il faut la défendre. Alors je rappelle justement à propos de tradition que vous étiez le patron de la chaîne franco-allemande Arte, un bel exemple de coopération culturelle franco-allemande. Votre bébé a bien vieilli ? Oui, sans doute. C'était un départ très, très compliqué. C'était une idée politique de François Mitterrand et Helmut Kohl qui ne connaissaient pas vraiment les difficultés de ces questions. Mais c'était un signal. On est parti dans la direction à réaliser cette idée. C'était pas facile au début, mais on a quand même créé quelque chose de unique dans le monde audiovisuel parce qu'on distribue un programme commun dans 2 pays en même temps. Ça n'existe pas. Ni en Suisse, vous avez plusieurs programmes pour la même population, ni en Belgique, c'est que ce modèle franco-allemand. Il faut toujours travailler sur ce modèle. On n'est jamais là au but, mais les débuts, 2 systèmes tellement différents que le système français de services publics et le système allemand, le système français beaucoup plus proche de l'État, le système allemand beaucoup éloigné de l'État à cause des expériences pendant la période nazie. On a coupé les liens entre l'État et la télévision. Alors, on est quand même arrivé à des compromis parce qu'on a respecté l'identité de l'autre. C'est vrai qu'on est en train de célébrer l'anniversaire du traité de l'Élysée qui voulait le rapprochement justement de la France et de l'Allemagne par des projets culturels, mais à part Arte, c'est peut-être un peu décevant. Oui, mais il y a quand même pas mal de coproductions en film également. Il y a un échange entre les acteurs qui sont très très proches. Et on a des difficultés entre les 2 gouvernements en ce moment, mais il faut quand même pas exagérer. On n'a pas beaucoup de difficultés entre les peuples. Le comité de la jeunesse pour les 2 pays travaille, les échanges marchent. Voilà, je crois. Merck-Hollande, ça marche pas très bien. Jusqu'à maintenant, on a l'impression que ça marche pas très bien. Pourquoi ? Parce que je crois qu'ils ne respectent pas assez qu'ils sont différents. Il faut jamais oublier les Français. Les Allemands qui parlent français ne sont pas des Français. Ce sont des Allemands. Et l'inverse. On a 2 systèmes dans l'économie qui sont différents. La France doit trouver son propre moyen à résoudre ses problèmes. L'Allemagne a commencé avec des réformes il y a 12 ans sous un gouvernement de gauche, sous un gouvernement de Schröder. Aujourd'hui, on a les résultats. Ça fonctionne mieux. Il y a 12 ans, la France était en tête dans beaucoup de domaines. La France critique trop Mme Merkel, vous nous dites ? Non, mais je crois qu'il faut toujours chercher chez soi-même. La France doit trouver ses réponses à ces questions. L'Allemagne ne doit pas intervenir et dire « alors nous, on fait ça, c'est bien pour vous également ». C'est pas sûr, parce que nous sommes différents. Il faut respecter les différences. Il faut quand même essayer de travailler ensemble, de guider le chemin commun, comme c'était le cas entre les autres présidents de la République qui ont finalement trouvé leur partenaire en Allemagne. Eux aussi, ils ne sont pas forcément partis avec une grande sympathie, avec les mêmes idées. On a eu Helmut Kohl, conservateur, avec François Mitterrand à gauche. On a eu Giscard, conservateur, avec Helmut Schmidt, social-démocrate. Voilà, on peut arriver si on respecte les différences. Dans tous ces noms que vous citez, vous en connaissez un certain nombre de près. Alors, oui. Justement, est-ce que outre-Rhin, on a les mêmes interrogations sur l'exception culturelle, le même débat très vif? Vous avez l'impression que c'est moins un sujet d'intérêt? C'est peut-être un petit peu moins. Il y a entre ceux qui travaillent dans le domaine culturel, c'est la même réponse pour ces négociations qui ont commencé. En politique, nous avons un gouvernement conservateur, libéral, et ils ont plutôt l'attitude de laisser les questions se régler par le marché. Et ça, en culture, ça, il faut préserver, il faut défendre ce qu'on a eu là.
Et je crois que la discussion en Allemagne va suivre la discussion dans les autres pays en Europe, surtout dans les pays francophones qui ont toujours commencé à défendre cette idée. Précisément, l'Europe est dans une crise très importante et aujourd'hui, elle doit réduire les budgets. Est-ce que ceux de la culture ne sont pas les premiers qui figurent en haut de la liste des postes à rayer? Est-ce que véritablement, vous avez l'impression qu'on sacrifie la culture? Non, je ne crois pas. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment une tendance claire. Je connais les chiffres du RIMAGE, même les petits pays qui ont des problèmes comme le Portugal, les plus grands pays qui ont des problèmes comme l'Espagne, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réduit leur contribution à Eurimage parce qu'ils trouvent que cette façon de coopérer en Europe est une des plus importantes. Alors, ils ont certainement coupé leur budget national ou régional dans leur pays, mais jusqu'à maintenant, l'Europe est une priorité qui sauvegarde. On oublie que ça a créé des emplois aussi, le secteur culturel. Bien sûr, ça crée des emplois. Si on coupe ce secteur pour la créativité dans un pays, ça sera une catastrophe. Quel est le message que vous voudriez faire passer à nos leaders européens en tant justement que président de RIMAGE à la veille de Cannes? Oui, mais mon message est il faut soutenir l'Europe où on n'a pas encore trouvé des solutions politiques. Il faut travailler ensemble dans le respect d'un à l'autre. Il faut continuer ce qu'on a fait il y a 50 ans entre nos deux pays avec des résultats satisfaisants et encourageants. Alors, continuons là-bas. Et à 27 ? Parce que nos deux pays, mais 27, c'est jouable aussi, c'est trop 27, diversifié. c'est beaucoup plus compliqué. Alors peut-être il faut revenir à une Europe de 2 vitesses, mais je ne l'espère pas parce qu'on a intégré ces pays. Maintenant, il faut finir le travail et même dans les crises, on peut être l'un proche de l'autre et prendre au sérieux les soucis de l'autre. Parce que la Grèce, évidemment, elle doit faire quelques travail chez eux, mais en même temps, il faut avoir une grande solidarité avec les gens simples qui souffrent de leur système et de leurs résultats politiques. Merci Job Splog d'avoir été notre invité pour Ici l'Europe. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur notre antenne pour plus d'informations sur France 24. À très bientôt.